Là, 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 là. Ah, vous êtes là, vous? Non, sportif en boîte, ça, c'est pas transformé en musique en boîte, d'abord, parce que je pourrais pas le faire, parce que je chante faux. Par contre, je pense que ce petit refrain commence à vous donner une idée du sportif qui va être avec nous. Si je vous dis 12 juillet 1998, vous êtes en train de vous dire, oh là là, j'étais où, j'étais où? Et puis, si je vous dis que ce sportif, il l'a gagné, cette Coupe du Monde. Alors, il est avec nous, il est aussi avec la société Ezeis, pour qu'on puisse parler d'une thématique, performer sous la pression. Alors, ce que je vous propose, c'est que, avant de retrouver notre sportif et surtout la société Ezeis, eh bien, c'est qu'on donne le coup d'envoi de ce match, de cette rencontre, performer sous la pression. C'est parti. Ezeis est heureux de vous présenter Sportif en boîte. Et voilà, donc de retour sur le plateau de Sportif en boîte. Alors, celui qui a gagné cette Coupe du Monde, il a été double. Il a fait le doublé avec Auxerre en 1996, c'est-à-dire championnat de France, c'est-à-dire la Coupe de France qui a remporté 2 fois d'ailleurs, y compris en 94, champion du monde 98. Vous aurez compris aussi que cet homme était gardien de but, que cet homme a été élu au Hall of Fame du grand club des Glasgow Rangers. C'est 2 titres nationaux, c'est également un quart de finale de Ligue des Champions, une demi-finale de la Coupe de l'UEFA. J'en ai dit beaucoup, lui, il en a fait beaucoup, c'est monsieur Lionel Charbonnier. Salut Jérôme, tu m'as mis les frissons d'un coup, j'ai fait ça moi. Heureusement que j'étais pas tout seul, j'aurais jamais réussi. Je ne sais pas s'il a gagné la Coupe du Monde, en tous les cas. Avec son entreprise Ezeis, il gagne beaucoup de choses, à savoir la capacité d'être au service des entreprises. C'est monsieur Benoît Crouzatier, l'un des associés d'Ezeis. Benoît, bonjour. Bonjour Jérôme. Tout va bien? Tout va bien. Bonjour Benoît. Bonjour Lionel. Je disais, Ezeis, c'est une société de service, au service. Exactement. Société de service, société au service, société qui réalise des prestations à la fois de petits entretiens techniques, maintenance niveau 1 et 2, de reprographie, de courrier. Bref, on va gérer l'intégralité des services et au service de nos clients avec une approche extrêmement RSE humaine et un positionnement de plus en plus haut de gamme. Alors, vous verrez que Lionel Charbonnier, également, dans sa carrière, finalement, a été lui aussi au service. Parce qu'en tant que gardien de but, d'abord, on se met au service des autres, mais pas que. On va voir, on va découvrir. Alors, la thématique centrale, je vous l'ai dit, c'est performer sous la pression. On aura 3 sous-thématiques. Leader ou outsider, une pression à gérer, pour l'interrogation. La deuxième, savoir fédérer et fidéliser sa performance. Parce que, oui, c'est pas le tout, mais il faut fédérer et fidéliser tout ça. Et puis, on terminera par la performance, une obligation au quotidien, pour l'interrogation. Est-ce que on peut, dans une entreprise, dans le monde du sport, être au quotidien, tout le temps, en performance absolue? Bon, on se posera la question. Je leur poserai à la fin une question à chacun d'eux, comme d'habitude, pour savoir s'ils se sont écoutés. C'est pas le tout de parler, mais il faut s'entendre et il faut s'écouter. C'est parti, parce qu'on a 30 minutes, pas une de plus. Je sais, Lionel, toi, tu jouais des matchs de 2 fois 45 minutes. Des jokers? Non, il n'y a pas de joker. Surtout pour toi, il n'y a aucun joker. Allez, on y va. Leader ou outsider? Une pression à gérer. Tiens, d'ailleurs, on va démarrer tout de suite. En 1996, l'AJ Auxerre n'est pas leader en début de saison pour aller chercher le titre. C'est un outsider, et encore. Mais ça en devient, plus la saison avance, vous devenez cette fois dans la peau du leader. Donc il faut gérer cette pression. Et comment on fait pour gérer cette pression? Écoute, c'est venu petit à petit. Donc au départ, on était vraiment, comme tu le dis, outsider. À Auxerre, le maître mot, c'était le jeu pour le maintien. Et essayer d'avoir le maintien le plus tôt possible, parce que c'était la pérennité de l'entreprise, c'était la pérennité du club. Le maintien, rester en première division, c'était le minimum syndical. Ensuite, on avait l'habitude quand même, depuis quelques années, de faire des Coupes d'Europe. Donc le deuxième objectif, donc avoir des points, c'était 38 points pour vraiment être sûr du maintien, le plus tôt possible, pour ensuite déjà être libéré de cette grosse pression. Parce que on a quand même sur ses épaules la pérennité de l'entreprise, du club. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on a ce deuxième objectif. Donc c'est un objectif à court, moyen et long terme. L'objectif à moyen terme, c'était essayer d'avoir le plus de points aussi très vite pour être européen.
Et puis, bonhomme allant, on s'est rendu compte que là, tout d'un coup, on était tout près du PSG, qui était en train de vivre une saison magnifique. Et on s'est retrouvé une dizaine de points du PSG. On était malgré tout deuxième ou troisième du championnat. On disait rien dans l'équipe. On a gardé quand même ça pour nous, mais on avait pour objectif d'aller chercher ce titre-là. Surtout que le PSG était en train de moins bien jouer. Donc comment on a géré ça? On l'a joué en catimini, très motivé à l'intérieur du groupe, ça c'est évident. On ne parlait pas d'aller chercher le titre, on gardait ça parce qu'on savait, on s'était rendu compte avec l'expérience que plus on parle, plus on déballe et moins en fin de compte on est performant après. Donc on gardait ça intrinsèquement. Et puis surtout, tu gagnes tes matchs, tu travailles le mieux possible, tout le temps de plus en plus dur à l'entraînement, et puis voilà, et puis petit à petit, tu vas chercher le PSG. Chercher le PSG qui, cette année-là, d'ailleurs, remportera la Coupe d'Europe avec Luis Fernandez. Juste, il a dit quelque chose à un moment donné, Lionel, il a dit obtenir le maintien, 38 points. Si on fait le comparatif avec le monde de l'entreprise, avec le monde dans lequel tu évolues, je dirais en début d'année, de saison, allez, on va dire, le maintien que fixe le comité de direction que tu diriges, ça va être un budget. C'est ça. Donc c'est ça le maintien égal / budget pour l'entreprise. Exactement. Mais on peut vraiment faire le parallèle, c'est exactement la même chose. Nous, le maintien, c'est à minima l'année d'après, délivrer le même chiffre d'affaires, plus inflation, bien sûr, que l'année précédente. C'est la base. C'est déjà... dans les mêmes... et quelle que soit la conjoncture, dans les mêmes niveaux de profitabilité, etc., etc. Puisque une entreprise qui décroît, immédiatement, on va la plonger dans un cercle assez négatif, avec des départs de collaborateurs, avec tout ce qu'on peut imaginer. Donc, le premier maintien, c'est déjà celui-là. Et une fois que tu as garanti la pérennité de ton entreprise, de ton chiffre d'affaires et de ta profitabilité, seulement là, tu réfléchis à comment... tu vas aller chercher plus loin. Mais ça veut dire aussi que si on reprend un petit peu le parallèle là, de Lionel, qui disait, quand on a vu qu'on revenait petit à petit auprès du PSG, ça va être pareil. C'est-à-dire que dans l'entreprise, il y a des moments où on se dit, mais c'est peut-être possible d'aller chercher d'autres contrats, là où initialement... Exactement. Donc, tu garantis ton maintien. C'est ton objectif à moyen terme. Tu passes à court terme le maintien. Ouais. À moyen terme, un objectif à moyen terme, aller augmenter quelque chose? On pourrait le dire comme ça. En fait, oui, à court terme, et ensuite à moyen terme, aller chercher. En fait, c'est un peu différent. C'est déjà, pour assurer le maintien, il faut que tu développes tes équipes. Donc, en fait, rien que déjà dans la recherche du maintien, tu as des objectifs à moyen et long terme. Comme par exemple, développer la compétence de tes collaborateurs, développer l'esprit de service, développer le savoir-être, développer le savoir-faire. Enfin... dans les entreprises, en tout cas les entreprises de service, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, attention, qu'il n'y ait pas de mauvaise compréhension, mais la machine-outil qu'on utilise, c'est les hommes et les femmes qui sont au service de nos clients. Et donc si tu veux améliorer ta machine-outil, le mieux, c'est quand même de former et de faire en sorte que tes collaborateurs soient le meilleur, leur donner tous les outils, toutes les formations possibles et le bon état d'esprit pour qu'ils aillent servir du mieux possible le client. C'est ça qui va te garantir le maintien. Et ensuite, tu as des équipes commerciales qui arrivent derrière, qui, elles, vont aller chercher la croissance de chiffre d'affaires, donc ils vont aller chercher le PSG. Nous, le PSG a différents noms en fonction des services qu'on va délivrer. On pourrait l'identifier à un Sodexo, on pourrait l'identifier à, j'en sais rien moi, un ISS dans le monde. Et c'est là où tu vas aller chercher ton développement. Alors, on parle là de, je vous rappelle la thématique, mais vous la voyez affichée, leader ou outsider. Maintenant, on va prendre ce côté leader. Parce que quand vous, cette année-là, 96, vous faites le doublé, vous arrivez en finale. Si je fais tomber le micro, ça marchera beaucoup moins bien. Vous arrivez en finale, Lionel, face à Nîmes. Et là, vous êtes leader. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas le choix. Nîmes joue en deuxième division. Il vous faut impérativement l'emporter. Oui, exactement. Alors déjà, je suppose qu'il y a des Marseillais qui nous regardent. Donc, je suis obligé de parler de dire pourquoi on est leader dans cette finale. Tout simplement parce qu'on sait que Nîmes, qui jouait en national à l'époque, venait de battre quelques heures avant notre match contre Marseille, Montpellier. Donc, le vainqueur de ce match-là, Marseille-Auxerre, joue contre Nîmes. On le sait déjà. Donc déjà, grosse pression.
parce que c'est la finale avant l'heure, pratiquement. Marseille, OM Auxerre, c'était la finale avant l'heure à l'OM. Donc, on arrive, tant bien que mal, au penalty, au tir au but, on arrive à se qualifier. Et là, on arrive, non pas au Stade de France, mais au Parc des Princes, à l'époque. C'est notre deuxième finale, parce qu'on a gagné la première finale de Coupe de France en 94 contre Montpellier. C'est notre deuxième finale. On rentre, on est leader, parce qu'on est l'ogre, on a battu tout le monde, on a battu l'OM, l'Auxerre est champion, et pratiquement champion de France, pratiquement, parce que la finale a lieu avant les 3 matchs avant la fin du championnat. Donc là, tout le monde s'attend à ce que Auxerre soit leader, et là, c'est très compliqué. D'ailleurs, on commence très mal, parce que on nous a tellement répété qu'on était les leaders, que on s'est cru un peu comme ça. On a vu peut-être les Nîmois de haut, alors que le contexte était vraiment très hostile. Le Parc des Princes, en 94, il était rempli d'Auxerrois. En 96, il est rempli de Nîmois. On avait perdu nos repères aussi, parce que les repères sont très importants aussi quand tu vas dans je suppose que c'est la même chose pour toi. Tu as besoin de repères. Et donc, la première finale, c'était Montpellier-Auxerre. Donc, Montpellier était dans les vestiaires du PSG, et Auxerre, on avait l'habitude d'être dans notre vestiaire. On avait nos repères. La deuxième finale en 96 contre Nîmes, tout inversé. C'est Auxerre-Nîmes. Et donc, on passe dans le vestiaire du PSG. Là, on n'aime pas, parce que le PSG, on est en train d'essayer de le battre en championnat, et il faut aller dans leur vestiaire. Donc déjà, on perd nos repères. On n'est pas. Donc là, il y a une pression. Il y a une pression, parce que déjà, tu regardes où tu vas. Quand tu arrives au PSG, au parc, que tu vas dans ton vestiaire, tu sais où tu vas, tu sais comment ça se passe. Tu as tous ces repères-là. Là, tu fais un chemin différent. Tu es dans la peau du PSG, que tu veux dans le vestiaire du PSG chez eux, alors que tu veux aller les battre 2 jours plus tard, parce qu'on avait un match de coupe, pas 2 jours, mais 4 jours plus tard. Et donc là, on est perdu. On est perdu, et on a ce manque de repères. Et quelque part, ça nous déstabilise. Auxerre leader, ça n'a jamais existé. Enfin, leader, pas leader, mais favori, ça n'a jamais existé. Auxerre était tout le temps un petit. Là, on devient grand favori. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, on est perdus, parce qu'on ne sait pas gérer cette position de favori, tout ça. Et c'est le contexte du match qui fait qu'à un moment donné, à la mi-temps, on perd 1-0. Quand tu parles dans les vestiaires. Oui, obligé. On ne s'assied pas. Et le coach nous dit, Giroud nous dit, calmez-vous, on ne s'assied pas, on se trouve horrible. Et on se dit les choses, personne ne s'est assis, on était énervé, on était passé à côté de notre truc. 45 minutes, c'était largement suffisant. On ne savait pas ce qu'il allait se passer, mais en tout cas, on était très revanchards. Et 45 minutes, en tout cas, on avait vécu l'enfer. Et ça, on ne voulait plus le revivre. On avait vécu ce qu'il ne fallait pas vivre. Maintenant, on voulait vivre quelque chose, écrire une autre page de notre histoire. Et donc là, à partir de là, on se met plus on n'est plus leader, puisqu'on perd 1-0. Et donc là, on est notre mentalité. On est notre mentalité, on retrouve une partie de nos repères. Alors pour la petite info, Auxerre finira par s'imposer 2-1 face à Nîmes. Juste là, pour terminer cette première thématique, puisque je suis le maître de l'horloge, messieurs, ce que Lionel dit, c'est que quand on est leader, on a une pression aussi. Quand Ezeiz est leader à un moment donné sur certains marchés, avec certains contrats importants, il y a une pression. Il y a une pression. Il y a une pression, il y a exactement la même chose qui se passe chez nous. C'est-à-dire que quand tu es leader, parfois tu peux mal gérer cette pression, et tu peux aussi mal gérer le contexte et le moment. Quand tu gères mal le contexte et le moment, il se passe très exactement ce qui s'est passé là dans le match Auxerre-Nîmes. C'est que tu le vois trop beau, tu as oublié de repenser ton offre, tu as oublié de repenser tes services, tu t'assis confortablement en situation de confort, tu travailles tu te remets un peu moins en question. Ouais, c'est exactement ça. Et puis généralement, là, tu te fais sacrément secouer, et il faut avoir cette capacité à la mi-temps de se remettre en question, d'avancer, d'avoir les bons mots pour son équipe pour la remotiver. Pas toujours facile, d'autant plus que les collaborateurs n'ont pas besoin, ou en tout cas n'ont pas ce besoin-là d'entendre le même mot pour chacun, donc il faut avoir le mot collectif et le mot individuel. C'est exactement, je pense, que vous avez fait. Et c'est là-dessus qu'on arrive à reconstruire, se relancer et reprendre cette position de leader. C'est la grande difficulté, ce que tu dis, parce qu'il faut avoir le bon mot à la bonne personne. Certaines personnes
sont des visuels, d'autres sont des kinesthésiques, et donc dans le vestiaire, si tu veux dire quelque chose à un visuel, tu vas pas le toucher. Tu le regardes droit dans les yeux. Si c'est un kinesthésique, tu vas le voir, tu lui dis, allez, maintenant, tu vas le prendre comme ça, et si tu veux faire passer ton message, parce que t'as beau parler comme tu veux, et c'est la même chose, je pense, dans l'entreprise, si t'es pas capable de rentrer dans le monde de ton employé ou de ton collaborateur, ton message ne passera pas. Et il faut faire attention à ce que tu dis, parce que si tu dis, le mot que tu dis peut peut-être froisser 2 ou 3 autres mecs à côté. Et donc, savoir à qui tu parles, quand tu parles, comment tu parles, c'est très compliqué. C'est pareil, nous aussi on a des kinesthésiques oui. dans l'entreprise. En fait, une entreprise, c'est l'univers du sport, et c'est pour ça qu'on a créé avec Agora Manager, avec Michael Lejarre, avec Sébastien Guénard, avec tous ceux qui permettent cette émission Sportif en boîte, pour pouvoir réunir ces 2 entités. Messieurs, je vois le temps qui défile. Deuxième partie, savoir fédérer, fidéliser sa performance. Alors, on a performé en entreprise, Benoît, d'accord. Maintenant, il faut savoir la fidéliser, il faut savoir la fédérer. Alors, c'est d'abord en interne. Tu viens de gagner un marché, c'est fédérer les collaborateurs en disant, toi, tu as gagné un marché, il a gagné un match. OK, maintenant, il y a un autre marché qui arrive, il faut continuer. Il y a un autre marché, il y a un autre combat, il y a un autre défi qui est lancé automatiquement. Et chaque jour, ça recommence. Chaque jour, ça recommence avec les prospects, ça recommence avec les clients, ça recommence avec les équipes. Chaque jour, éternel recommencement, où chaque jour, on va essayer de trouver les solutions pour. Chaque jour, on va repenser comment le service qu'on va pouvoir délivrer. Chaque jour, on va essayer de trouver des innovations. Chaque jour, de nouvelles formules. Comme vous trouvez des combinaisons dans les équipes de football, nous, on va essayer de développer ça aussi. Chaque jour, ce besoin de performance et de performer, ce besoin d'exigence, toujours, ça c'est peut-être le plus dur à tenir. Il faut trouver toujours le bon niveau d'exigence. On ne peut pas toujours être tout en haut. Il y a des moments où il faut savoir se relâcher. Mais en même temps, on ne peut pas toujours se relâcher. Puis il ne faut pas que tout le monde se relâche en même temps. Enfin, voilà, c'est un peu quand même un sacré numéro d'acrobatie là qu'on est en train de réaliser, d'équilibriste. Mais ce besoin d'exigence et de toujours se projeter, aller de l'avant. Et c'est fidéliser aussi vers l'extérieur, vers les clients. D'ailleurs, on va afficher l'adresse du site internet des EIS que vous pouvez aller visiter. Vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. C'est aussi ce besoin de fidéliser, fédérer vers l'extérieur en disant, voilà, regardez, vous n'êtes pas encore client chez nous, mais regardez ce que l'on fait actuellement, voilà nos résultats. C'est exactement ça. En fait, on parle souvent des différentes valeurs de l'entreprise. Première valeur pour moi, mais ça c'est mon point de vue, valeur humaine. Et parce que tu fidélises les hommes et les femmes qui sont au service des clients, tu fidélises, in fine, les clients. Voilà, c'est le seul moyen. Parler de fidélisation client sans parler de ses propres collaborateurs, c'est une aberration. Une équipe de foot se construit pareil. Exactement pareil. Si tu changes ton effectif chaque année et au moment du mercato, tu sors tout le monde pour recruter, ça va être un carnage. Le temps que les gens apprennent à se connaître, qu'ils développent des aptitudes à jouer ensemble, etc., ce sera pas bon. C'est exactement pareil en entreprise. Ça me fait penser, Lionel, par rapport en rebond à ce que dit Benoît, Auxerre, c'est combien d'habitants Auxerre ? 35 000. 35 000 habitants, OK, a écrit une très belle page de l'histoire, mais il y a un moment donné, au-delà de Giroud, personnage magnifique qu'on embrasse, il nous écoute, mais il a fallu fédérer, fidéliser pour que des joueurs comme toi restent à la GIA aussi longtemps. Plus d'abord, tu es resté 14 ans 14 ans, ouais. 14 ans à la GIA, tu as passé 7 ans dans l'ombre d'un très grand monsieur, paix à son âme, il est décédé, Bruno Martini, ancien grand gardien de l'équipe de France. Il y a des joueurs comme Laurent Blanc qui était là en 96, des joueurs comme Bernard Diomède, champion du monde. Il a fallu fédérer, fidéliser pour rester à la GIA ou venir à la GIA. Enzo Schifo, grand joueur, qui est venu à la GIA. Alors, c'était assez facile de fédérer, assez facile. Après, parce que, en fin de compte, c'est ce que disait Benoît, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu dois fédérer à l'intérieur de ton entreprise, tu as une ADN. L'ADN Auxerre, AJ Auxerre, c'était le centre de formation. On avait tous cet ADN, on avait tous la même mentalité, on a tous travaillé pareil. Et ça, t'avais l'humilité, l'abnégation, c'était les maîtres mots, déjà. Parce que si tu n'avais pas ces deux mots-là, tu ne rentrais jamais dans le vestiaire des pros. Ça, c'était... Donc, il faut avoir
l'ADN de ton équipe. Ensuite, donc, tu fédères tes joueurs, ton équipe. Ensuite, tes employés. Et ensuite, tu dois les fidéliser. C'est-à-dire que, comment tu vas les fidéliser? Moi, je sais que pour mon propre cas, par exemple, Giroud m'avait dit, il m'a fait un plan de carrière. Il m'a dit, à telle époque, tu vas commencer à jouer, et à telle époque, après, tu vas, si tout se passe bien, tu iras en équipe de France, et ça va se passer comme ça, et tu pourras partir peut-être après. Donc, c'était quelque part quelque chose pour me fidéliser, parce que tout se passait à un an près. J'ai eu un an de battement où il s'est un petit peu trompé. Donc il a fallu que j'attende. Celle-là, elle était très difficile à vivre cette année-là, parce que mon plan de carrière n'était plus le même. Je perdais un an. J'ai été demandé par des clubs, parce que je venais de gagner les premiers titres avec Auxerre et tout ça. J'avais des clubs qui tapaient à la porte. Mais Giroud voulait, lui, fermer toutes les vannes, et j'étais obligé de rester, alors que j'étais en équipe de France déjà en 94. Gérard Rouillet m'avait appelé parce que Bruno s'était blessé. Donc il y avait Bernard Lama et moi qui arrivaient comme ça, titulaire, et au bout de 3-4 matchs, je me suis retrouvé directement en équipe de France. Et là, Giroud dit, c'est là, parce que Bruno s'était blessé, donc il ne peut pas le vendre. Bruno Martini. Bruno Martini. Donc il ne peut pas vendre. Il veut me faire jouer, mais il ne peut pas. Et il perd un an, parce que la blessure, bien sûr, on la compte pas dans les années de projection sur mon plan de carrière. Et donc là, à partir de là, ça a été compliqué. Mais tu dois aussi, par rapport... Donc ça, c'est fédérer à l'intérieur, fidéliser à l'intérieur, mais aussi par rapport à nous, ce qu'on appelle nos partenaires ou les supporters. Les fidéliser. Et donc, tu dois, pour les fidéliser, les fédérer par rapport à ce que tu es. Tu aimes Auxerre parce que c'est un club de paysans qui va battre les petits, les plus grandes équipes et tout ça. Tu t'arrives à t'identifier à ça et tu vas les fidéliser aussi parce que tu fais quelque chose de neuf, parce que tu apportes un nouveau joueur, parce que tu apportes... et donc, tes clients, ou que ce soit nos supporters, voire nos partenaires de club, c'était toujours quelque chose qui venait, mais sans jamais détériorer quelque chose d'autre, de neuf, sans jamais détériorer l'ADN de l'entreprise et du club. Et une question au risque de ne pas respecter le temps. Quel était l'ADN équipe de France 98 ? À peu près... c'était... Allez, en un mot, la gagne. La gagne. C'était la gagne. Tous ces joueurs-là, en équipe de France 98, vous aviez déjà, on se connaissait tous, parce qu'on avait tous joué les Gambardella. À l'époque, la Gambardella était très, très, très importante. C'est la petite Coupe de France pour les jeunes. Coupe de France pour les jeunes. Ma première Coupe de France, pour les jeunes, la première Gambardella, c'est contre Montpellier, Laurent Blanc et compagnie, les frères Passy et tout ça. Ma deuxième Gambardella, l'année d'après, c'est contre Nantes. De Sailly, Dédé, tout ça. Et donc, nous, on les a gagnés les deux, mais on se connaissait très bien. On était issus du centre de formation, on était des besogneux, des joueurs, c'était des mecs qui travaillaient beaucoup, qui étaient en train d'écrire une page de l'équipe de France, de la France, grâce aussi à l'ADN de l'équipe de France aussi, mais des Platini et compagnie, qui eux nous ont dit, attends petit, tu t'assieds sur le banc avant de trop palabrer, tu regardes comment on gagne, parce qu'eux étaient déjà champions d'Europe. Donc c'était la gagne, la gagne, la gagne. Ces joueurs-là, les autres étaient partis à l'étranger, avaient gagné, avaient fait les plus belles heures du Milan AC, des plus grands clubs de la Juve et tout ça, des plus grands clubs européens. Et donc on ne voulait que gagner, gagner, gagner. Mais on savait à quel prix la gagne était difficile, parce que pour signer pro, en ce temps-là, c'était très, très, très compliqué. C'est toujours aussi compliqué, mais c'était vraiment, fallait gagner sa place sur le terrain, pas seulement dans les réseaux sociaux. Alors, juste au niveau de l'horloge et du temps, on est presque dans le temps additionnel, messieurs. Juste la troisième partie. C'est quoi la thématique? C'est moi, je suis trop long. Mais c'est très bien, c'est l'échange, c'est ça. La troisième et dernière partie, la performance, une obligation au quotidien. Après, non? Ouais. Mais je pense qu'on pourrait faire même quasiment 3 heures ou une journée, tellement les échanges sont corollaires, en fait, finalement. Donc la performance, une obligation au quotidien, point d'interrogation. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Benoît. Tu as dit, on ne peut pas tout le temps, il faut laisser des plages de respiration. Par contre, ce n'est pas tout le monde en même temps. Parce que c'est sûr que si tout le monde va te voir avec tous les actionnaires en disant « Bon, c'est bon, voilà, moi j'ai fait mon truc, là je prends 15 jours. » Ouais, si tout le monde prend 15 jours, on ne va pas y arriver, quoi. Ouais. Donc au quotidien, garder quand même un niveau d'exigence, de performance, se le fixer. Et on a cette chance, c'est que c'est... Comme au foot, on est dans une entreprise, toute une équipe. C'est une équipe au service de l'entreprise.
Et donc, chacun a sa mission à des moments différents, avec enfin, chacun a sa mission, mais avec des moments d'intensité dans la mission qui arrivent à des moments différents de la vie de l'entreprise. Et ce qu'il faut, c'est que à ce moment-là, chacun délivre le meilleur. Et le vrai parallèle que je vois, peut-être avec le foot, hein, mais Lionel, tu me dis si je me trompe, c'est vraiment celui-là. Moi, j'ai des gens qu'on forme et qui travaillent des besogneux, des vrais besogneux, pour que, à un moment donné, pour un commercial très facile, hein, c'est une soutenance, pour toi c'est un match, il soit le meilleur à ce moment-là. Voilà, et c'est à ce moment-là qu'il doit délivrer. Pour un financier, c'est ce qui s'est passé très récemment pour tout le monde, c'est la production d'une liasse fiscale, etc. Il y a des moments où ils doivent délivrer le meilleur d'eux-mêmes et ils doivent être les meilleurs à ce moment-là. Mais tu ne peux pas leur demander d'être les meilleurs sur 365 jours. C'est impossible, tu le détruirais, etc. etc. Et il y a toute cette gestion de la pression. Parce qu'il y a la volonté de gagner, de toujours être le meilleur. Ça, c'est un ADN qu'on a en commun avec l'équipe de France 98. Chez ESEIS, c'est la gagne. On veut être les meilleurs, toujours. Mais tu vas donc former, entraîner, coacher tes gars pour qu'ils soient les meilleurs à un moment donné, et ça rajoute une pression de plus. Parce que les mecs veulent gagner, et en plus de ça, ils se disent, ça fait 6 mois que je travaille pour cet instant-là, cet instant, c'est maintenant. Est-ce que je vais y arriver? Donc, tu as tout l'accompagnement psychologique. J'imagine que vous avez eu un accompagnement psychologique assez fort en 98. Et tu as tout l'accompagnement psychologique pour que la personne ne s'effondre pas au moment de délivrer. Voilà. Alors, non, mais c'est très, très important, justement, parce que, Lionel, on a tous en mémoire l'exploit monumental réalisé au final le 12 juillet. Mais avant, souvenez-vous, il y a eu ce fameux 8e de finale contre le Paraguay, où, là, ce que vient de dire Benoît, la gagne, mais là, vous passez à ça, on passe, parce qu'on était derrière vous, hein, comme des fous, hein, on passe à ça de la catastrophe, en fait. Là, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un but de Laurent Blanc, à l'époque, il y avait but en or, en prolongation, qui vous sort de nulle part, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui s'est dit? Vous êtes allé chercher quel ressort? Parce que vous étiez... Là, vous étiez leader. Là, tu peux plus rien faire. Il y a quand tu es comme ça, quand tu es dans le feu de l'action, moi j'étais sur le banc, l'entraîneur, tous les autres remplaçants, et même Laurent Blanc, parce que c'est ce but-là qui est très important, a dépassé ses fonctions. C'est-à-dire qu'il a senti le coup et il a dit, c'est maintenant que je dois prendre la balle et que je dois casser les lignes. On savait que le Paraguay, ils avaient deux petits bonhommes qui allaient très vite derrière. Laurent Blanc prend la balle et fait ce qu'il ne doit pas faire, normalement. Il fait quelque chose de neuf. Et nous, on lui dit tous, « Lolo, arrête, ne cours pas, reste derrière. » Et lui, il nous regarde, il fait comme ça, et il dit, « Moi, j'ai décidé de. » Et là, et tout le monde lui disait, quand il casse les lignes, tout le monde disait « Donne-la !» Alors, il l'a donné à un moment donné à Pires, il fait une course de 30 ou 40 mètres, je crois qu'il la donne à Pires, qu'il la redonne à Lolo, qui tire dans les 16 mètres, entre le point de pénalty face à Chilavert. C'est-à-dire qu'il a outrepassé ses fonctions. Il y a aussi l'instinct, c'est-à-dire que ça, quand tu prends des décisions comme ça, c'est aussi que tu as de l'expérience. Tu arrives à gérer cette situation-là. Tu dis, moi, j'ai l'instinct, j'ai cette expérience, ne vous inquiétez pas, je maîtrise, je le fais, je maîtrise. Et ça, c'est très important. Si tu veux parler proprement dit, de ce truc-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, c'était quoi le thème? C'était pouvoir la performance, une obligation au quotidien. Ouais. Alors, ce truc-là aussi, parce que ce qui se passe derrière, c'est que y a le match contre la Croatie. Et là-dessus, je te rejoins, c'est-à-dire qu'il faut aussi que tu anticipes. Tu ne peux pas être performant tout le temps. Laurent Blanc a été super performant. Il nous qualifie contre la Croatie, il prend un rouge. Mais le but, l'objectif, le grand objectif, c'est la finale. Et là, tu balances Franck Leboeuf, qui n'a pas joué. Et tu dis, waouh. C'est-à-dire que tu dois aussi préparer au cas où ton employé, il est malade, il est truc, tu as l'objectif le jour J, tu dois aussi préparer le deuxième employé qui va aller prendre sa place
pour dire ce jour-là, je vais être performant. Et lui qui n'a pas joué et tout ça, c'est là où le management devient très important, c'est qu'il faut maintenir ce... Alors tout le monde va dire, ah ouais, mais si t'es pas motivé pour jouer une finale, c'est pas la peine. Non, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il faut savoir la jouer, la finale, parce que tu as le trouillomètre à 0, tu as tout. Et là, tu n'as pas eu l'expérience de ce qu'avait eu Laurent Blanc avant. Et donc là, tu es balancé au chien dans la meute, dans la fosse au loup, et tu dois gérer un truc qui est hyper important, hyper dur, et sans avoir de paramètres et tout ça. Et donc, mais là, l'employé, il avait été déjà aussi, entre guillemets, le second ou le remplaçant. J'aime pas le mot de remplaçant parce qu'il n'y a que des titulaires pour moi. Et ben, lui, il était prêt aussi. Donc, savoir gérer celui qui n'est pas sous les feux de la rampe le jour, avant ça. La gestion, en tous les cas, compliqué. elle a été très bien faite puisqu'elle est arrivée. Eh bien, il y a eu ce trophée, cette victoire qui a été gagnée juste, messieurs, parce que là, sinon, c'est moi qui vais me faire taper sur les doigts. Le dernier mot, le mot de la fin, il est pour toi, Benoît, par rapport à cet échange. Là, alors, comme d'habitude, tu vas me dire, mais les liens sont tels, mais si tu devais un petit peu comme ça en extraire quelques... Mais t'as donné ma réponse, merci. Mais les liens sont tels. Exactement. Encore une fois, on voit qu'il n'y a pas de distinction entre le management d'une entreprise et le management d'une équipe de football qui, d'ailleurs, en soi, est une entreprise en tant que telle. Voilà, la gestion de la pression, cet ADN qu'il faut donner à l'ensemble des personnes de la gagne, l'humilité... tu le disais, des travailleurs hors pair, le fait d'aller gagner sa place au sein de l'entreprise, paraît parfait. C'est exactement ça. Nous, on n'a pas eu la chance encore en 98 de jouer 98 et la Coupe du Monde, mais c'est bien notre objectif ultime, c'est d'aller chercher ça. Alors si vous aussi, eh bien, vous voulez jouer le prochain 98, eh bien, allez sur le site d'Ezéis pour pouvoir être acteur, faire partie aussi de cette équipe. Vous verrez, il y a énormément de choses qui vous sont proposées. Merci d'avoir été avec nous. Merci Lionel Charbonnier d'être là. Merci Benoît aussi d'avoir été avec Ezéis présent. Cette Coupe du Monde, elle appartient à Lionel, elle nous appartient finalement à tous parce qu'il l'a dit, voilà, c'était pour la gagne, c'était pour tout le monde. Merci d'avoir été au rendez-vous de ce nouveau numéro de Sportif en boîte. Et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, regardez par la fenêtre, éteignez vos GSM, vous verrez, la vie est belle. Ezéis a été heureux de vous présenter Sportif en boîte.